Donc avec des collègues européens, on a décidé de faire une carte des retombées de césium-137, un radioisotope artificiel, dans les sols. C'est un radioisotope artificiel, donc on n'en trouve absolument pas naturellement dans les sols, et il peut en Europe venir de deux sources principales, soit les retombées liées aux essais nucléaires atmosphériques des années 60, soit les retombées liées à l'accident de Tchernobyl de 1986. Donc on a utilisé pour faire cette étude une banque d'échantillons de sol uniforme à l'échelle européenne. Et on a sélectionné certains sites qu'on dit être de référence, qui correspondent à des prairies permanentes sur zone plate, où il n'y a eu ni érosion ni accumulation. Et donc tout le césium qu'on va retrouver dans les sols à ces endroits-là, ils proviennent soit des essais nucléaires des années 60, soit des retombées de Tchernobyl. Donc pour faire la différence entre ces deux sources de césium-137, on va utiliser un autre isotope artificiel, le plutonium, qui, dans les régions de l'ouest de l'Europe, est retombé avec les essais nucléaires atmosphériques des années 60, mais pas du tout après l'accident de Tchernobyl de 1986. Donc tout le plutonium qu'on trouve dans les sols de cette région, il vient exclusivement des retombées liées aux essais nucléaires des années 60. On a utilisé le rapport entre le césium et le plutonium pour faire les deux cartes. La carte des retombées globales, les retombées liées aux essais nucléaires des années 60 d'une part, la carte des retombées de Tchernobyl d'autre part. Et les différents niveaux de couleur vont nous donner les différents niveaux de retombées qu'il y a eu. Les niveaux bleus, c'est l'absence ou les très faibles niveaux de retombées. On va avoir des niveaux intermédiaires qui correspondent aux tons vert et jaune. Et là où on a les retombées les plus élevées, ça correspond aux couleurs orange ou rouge sur la carte. Et on a une distribution spatiale des retombées qui est assez différente selon les deux cartes. Sur la première carte, on voit en fait vraiment ressortir les zones où classiquement il pleut davantage, la Bretagne, le Massif central. Elles sont davantage arrosées par les pluies et donc comme la source dans ce cas-là, ce sont les retombées des essais nucléaires des années 60, ces essais nucléaires ils sont montés assez haut dans l'atmosphère, au niveau stratosphérique. Donc il y a une certaine homogénéisation et donc après un lessivage du césium qui se trouvait dans l'atmosphère jusqu'au sol pendant des périodes assez longues. Et donc c'est la pluviométrie moyenne qui permet le mieux d'expliquer la distribution spatiale de ces retombées. Par contre, en ce qui concerne la deuxième carte, la carte des retombées liées à Tchernobyl exclusivement, c'est assez différent puisque là, c'est monté beaucoup moins haut dans l'atmosphère, c'est monté au niveau troposphérique. Et donc c'est vraiment la circulation, le déplacement du nuage de Tchernobyl et le fait qu'il ait plu ou pas lors du passage du nuage qui va vraiment contrôler la redistribution spatiale des retombées. Et donc on a beaucoup plus d'hétérogénéité avec des zones beaucoup plus touchées à proximité des Alpes, en Bavière, dans le nord de l'Italie et puis toute la façade est de la France où le nuage est passé et où il a plu lors de ce passage. On a voulu faire cette carte à partir d'une banque d'échantillons homogènes au niveau européen pour fournir à la communauté ou à la population une base de données de référence assez précise au niveau spatial. Et donc si on compare la carte officielle qui a été publiée dans l'Atlas des communautés européennes en 1997 et la nouvelle carte, on voit qu'on a un degré de précision beaucoup plus élevé. Donc les deux cartes sont cohérentes. On ne remet pas du tout en cause la distribution spatiale générale qu'on observe sur l'Atlas. Par contre, on voit, notamment sur la partie ouest de la France, qu'il y a certaines zones qui ont pu avoir un peu de retombées liées à l'accident de Tchernobyl, qu'on n'observait pas sur l'Atlas européen. Donc on observe sur la carte qu'on vient d'établir que notamment il y a eu quelques zones où il y a eu des retombées en Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'apparaissait pas sur l'Atlas des années 90. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup d'avoir cette carte précise des niveaux de référence en césium-137 dans les sols, parce qu'on utilise ça pour reconstruire ce qui s'est passé dans les paysages depuis les années 60, depuis le début des retombées, pour pouvoir reconstruire les taux d'érosion des sols qu'il y a eu dans les paysages depuis cette époque. Alors c'est intéressant pour voir justement quel impact les mutations des pratiques ou des paysages ont eu justement sur ces taux de redistribution. Et c'est important d'utiliser ce type de technique indirecte puisque personne n'a pu mesurer pendant des décennies comment le sol a été érodé, comment ça a bougé depuis cette époque-là et en permanence. C'est pas possible de revenir en arrière. Donc finalement, ça nous donne une technique indirecte de reconstruction des mouvements de redistribution de sol qui sont produits dans les paysages depuis les années 60.